réunissait les archives des commanderies de Champagne, d'Île-de-France, de Normandie, de la Belgique, et qui ont été amassées aux archives nationales et donc mises dans ce dépôt dans les années 1830. Également, ce dépôt a été conçu pour accueillir les registres du Parlement de Paris, un fonds judiciaire extrêmement important. À l'époque, 15 000 registres et 26 000 cartons. Aujourd'hui, 26 000 registres et cartons. C'est une somme considérable. C'est donc le plus grand fonds judiciaire d'Europe. Il remonte à l'époque de Saint-Louis et il va jusqu'en 1791 de manière continue, à la fois pour les justices civiles et les justices criminelles, en registres et en minutes, c'est-à-dire que c'est un fonds considérable qui n'a nul équivalent en Europe. Et donc cette galerie a été créée justement pour l'accueillir sous Louis-Philippe. Louis-Philippe était quand même très important parce que c'est pendant cette période où il était chef de la section historique aux Archives nationales qu'il a rédigé par exemple les 6 premiers volumes de son Histoire de France, son précis d'Histoire universelle, son Histoire romaine. Et c'est pendant cette période aussi qu'il a édité le premier volume du procès des Templiers, le deuxième en 1851-52, juste à la fin de son service, à partir d'un registre conservé à la Bibliothèque nationale, mais qui était en fait à la cathédrale de Notre-Dame, et à partir de l'interrogatoire des Templiers parisiens, qui est conservé toujours aux Archives nationales. Donc c'est 2 gros volumes, mais qui sont fondateurs de la relance des études sur les Templiers. Il avait vu tout de suite l'intérêt de ces textes, où on sentait la voix des hommes également. Et d'ailleurs, il y a une très belle page aussi sur l'histoire des Templiers. Il le voit comme la fin du Moyen-Âge, un Moyen-Âge qu'on voyait comme au temps de Saint-Louis, les chevaliers, l'Église. Là, le Moyen-Âge change avec Philippe le Bel. On va vers autre chose, on va vers une monarchie centralisatrice, on va vers autre chose. Le pape recule dans la chrétienté occidentale. Donc voilà, Michelet a bien vu ces mouvements, mais il s'inspire énormément de son contact avec les archives et de son travail quotidien pendant 22 années aux Archives nationales. Et on va rejoindre le bâtiment de Napoléon III, qui lui continue ce nord et rejoindra l'ouest de la rue. Parce que les Archives nationales forment un grand quadrilatère entre l'ancienne rue du Chaume, qui est la rue des archives aujourd'hui, la rue des Francs-Bourgeois, la rue de Paradis, avant, mais là il n'y avait pas de dépôt, et puis surtout la rue des Quatre Fils au nord, qui était vraiment, qui était vraiment la barrière nord. Et donc c'est dans les jardins de Soubise qu'on construit ces bâtiments de Louis-Philippe. Et quand on construit le bâtiment Napoléon III, en fait, on détruit une partie de l'hôtel, l'ancien hôtel de Soubise. Pareil. Donc vous voyez, tous ces couloirs sont remplis des archives de ce Parlement. Ça représente quand même une partie considérable de nos fonds d'archives. Les fonds judiciaires et la justice en particulier, étant la plus grande productrice de documents à l'époque médiévale comme à l'époque contemporaine, si on va voir les greffes aujourd'hui des tribunaux. Donc vous arrivez ici à l'extrême fin du bâtiment construit à l'époque de Louis-Philippe, donc vous voyez avec ce plafond très spécial et ces baies en plein cintre sur les fenêtres. Et donc là il y a une véritable rupture puisque ce bâtiment-là a été raccroché et construit dans les années 1860, puisqu'on s'est rendu compte qu'il effectivement manquait de place, et surtout que les archives les plus anciennes, donc le Trésor des Chartes avec le procès des Templiers, étaient toujours conservées, lui, dans l'hôtel de Soubise, là où on était tout à l'heure, parce que toute cette extension elle était suffisante pour ce qui est arrivé, mais l'hôtel de Soubise abritait toujours les anciens documents depuis le début du XIXe siècle. Et donc, on s'est dit que cette situation était intenable, et à l'époque, le garde général des archives était en bonne relation avec le pouvoir, a pu obtenir les crédits suffisants, car c'est comme aujourd'hui, les archivistes ont toujours du mal, président, à obtenir les crédits pour leur bâtiment et pour leurs besoins. Voilà. Et donc, cette fois-ci, il y a eu un courant qui est passé, les besoins ont bien été compris, aussi les budgets sont arrivés, et donc on a construit, et c'est Hubert Jagnard, l'architecte, qui a pu le construire et le préparer, en tout cas jusqu'à sa mort en 1864, parce que une partie du dépôt a été inaugurée en 1865, 1866, 67. Un bâtiment totalement en rupture avec celui-ci. Vous verrez donc tout en bois, avec une galerie en mezzanine, des colonnes de fonte qui soutiennent un plancher, une charpente métallique, donc un bâtiment moderne, très moderne,
L'architecte, lui, était un fanatique du chauffage et donc il avait insisté lourdement pour mettre des calorifères, donc un chauffage en sous-sol qui pourrait donc chauffer les documents, éviter l'humidité et puis permettre aux archivistes de travailler. On oublie toujours les archivistes qui travaillent dans le froid, donc c'est quand même très compliqué. Et donc on lui a interdit les calorifères, donc l'hiver c'est très difficile, président, pour travailler ici. Il faut admirer les archivistes. Et en revanche, tout ce qui était mur, protection était vraiment très moderne. On a par exemple inséré des feuilles de plomb dans les joints des assises des pierres pour éviter l'humidité. Donc c'est un bâtiment qui a quand même survécu jusqu'à aujourd'hui, donc assez moderne pour son époque, qui permet de tempérer les variations de température entre l'extérieur et l'intérieur de façon très lente. C'est-à-dire que dès qu'il fait beau dehors, l'archiviste continue de trouver froid dans le dépôt, et il faut 15 jours pour arriver à avoir une température honnête. À cette époque-là, il commence à geler dehors, et donc là, à l'intérieur, il continue de profiter de la bonne ambiance jusque la semaine suivante, où là, le froid commence à l'atteindre. Mais ce que je veux dire, c'est que il a survécu jusqu'à aujourd'hui, sans chauffage, sans aucune autre aide que la construction et la conception architecturale et technique des années 1860. Et on sait qu'à l'époque, il y a une grosse recherche chez ces architectes et que les archives en ont bénéficié. Ça a été finalement un bâtiment de pointe, comme d'autres bâtiments auraient pu l'être. Ça, c'est intéressant pour le recul qu'on a sur ces bâtiments. Donc on va entrer dans cette longue galerie d'une centaine de mètres. Il scelle les lois. 91, il scelle les lois. Elles sont toutes conservées avec les sceaux protégés dans des petites boîtes en fer blanc, avec des dispositions très précises, un coffre en bois bien protégé. C'est une des rares séries qui ait cette forme-là. C'est des coffres très lourds, quand vous les prenez, on voit que la législation française, ça pèse. Ils en faisaient, ils en produisaient beaucoup. Mais voilà, il y a ce souci de la conservation, et c'est des rares boîtes que nous ayons, parce que toutes les boîtes anciennes, par exemple du Moyen-Âge ou du XVIe siècle, ce qu'on appelle les layettes du trésor, sont les coffres, nous ne les avons plus. Aux archives de Loire-Atlantique, par exemple, ils ont conservé les coffres du trésor des chartes des ducs de Bretagne, les coffres du XVIe siècle, mais nous, on n'a plus du tout aucune trace de ces modes de conservation anciens. Alors là, vous avez quelque chose qui n'a pas bougé, il date des années 1789-1791, dans son jus, avec les documents, les lois sur parchemin, scellés du sceau du roi Louis XVI. Alors avant de parler de nos documents, je voulais quand même vous indiquer que vous étiez dans la salle où il y avait le trésor des chartes auparavant. Vous avez les inscriptions sur les marbres verts d'Égypte qui sont au-dessus des portes. Et dans cette salle, on a implanté en 1866, en janvier 1866, une armoire de fer que je vous ai présentée dans la revue sur le bureau, qui est en fait une double armoire métallique commandée par l'Assemblée constituante et par l'archiviste qui souhaitait l'avoir. Donc en novembre 89, elle était terminée en février 90. Une double armoire métallique enchâssée l'une dans l'autre, qu'on a installée ici. Elle était d'abord aux Tuileries et elle est arrivée en 1848 à Soubise, puis ensuite installée dans cette aile quand elle a été construite. Et donc elle est à l'abri de 2 vantaux en bois. Il y a 4 serrures avec 3 clés qui permettaient d'ouvrir cette armoire. Et au départ, elle a été faite en fait pour conserver les planches d'assignat nécessaires pour frapper la monnaie. Et puis après, pour conserver ce que vous avez derrière vous, c'est-à-dire le mètre étalon et le poids étalon qui ont été fabriqués en 99 d'après la loi de 95, donc la nouvelle mesure du royaume de la France. Et puis au fur et à mesure du temps, les textes les plus importants, les archives raflées sous Louis XVI, lors de la prise des Tuileries par exemple, le journal de Louis XVI, avec rien à signaler le 14 juillet, mais c'est son journal de chasse, donc il n'y avait pas à la chasse. Et au fur et à mesure du temps, toutes les constitutions des différentes républiques, ou les testaments des souverains, texte d'abdication de Charles X, voilà des documents qui étaient très importants pour l'histoire nationale. On rejoint cette armoire de fer, et puis après, à la fin du XIXe siècle, c'est un peu en fonction finalement des souhaits des archivistes que certains documents rejoignent cette armoire de fer, mais qui était conçu au départ comme un instrument de travail par l'archiviste de l'Assemblée. Donc c'est effectivement un monument de l'histoire nationale, parce que réalisé à l'époque révolutionnaire.